Se déconnecter de l'agitation du monde sur une plage paradisiaque, au large de laquelle attend une goélette. La mer, le vent, le soleil. S'offrir une balade égyptienne à bord d'un vieux vapeur sur lequel Agatha Christie écrivit Mort sur le Nil, au fil du fleuve sacré des pharaons. C'est l'heure du thé. Sur un paquebot, remonter le temps jusqu'à la Belle Époque, aux origines du mythe des grandes traversées transatlantiques. Bon voyage. Bon voyage à toi aussi. Au revoir la France. Je crois qu'on rentre dans la légende en faisant ce voyage. À contre-courant des paquebots modernes et du tourisme de masse, des navires surgis du passé proposent de voyager autrement. Authentiques pièces d'histoire ou copies modernes de géants disparus, embarquement sur ces navires qui font revivre l'âge d'or des croisières. Amarré le long du Nil, le steamship Soudan attend ses passagers. Bonjour. La femme. Bonjour, oui, bien sûr. Comment allez-vous? Ça va bien? Très bien. Philippe et Florence sont originaires de Normandie. Ils embarquent pour une semaine de croisière en Haute-Égypte, mais surtout un voyage dans le temps, à bord de ce vieux vapeur construit à l'époque où le pays était encore une colonie britannique. La romancière Agatha Christie y fit une croisière avec son mari archéologue dans les années 30 et s'en inspira pour écrire son polar Mort sur le Nil. Depuis son passage, le décor semble n'avoir pas changé. On se retrouve chez Agatha Christie. Oui. Ici, le salon principal, le salon royal des bateaux. La salle à manger juste là. Merci beaucoup. S'il vous plaît, vous êtes chez vous. Comme mais déjà des princesses et des princes à bord. Moi et toute l'équipe, nous trouvons le grand plaisir d'être disponible toujours à votre service sur les 24 heures, sur les 24 heures. Bon séjour, bon croisière. C'est pour réaliser un vieux rêve que Philippe a entraîné Florence sur le navire. Quand j'étais adolescent, donc il y a très longtemps, ma lecture préférée, c'était Agatha Christie. Et je pense même que d'ailleurs le livre Mort sur le Nil était mon préféré. Et quand j'ai appris que ce bateau avait repris vie, j'ai cherché tout de suite à voyager dessus. Je veux remonter le temps, je veux avoir cette impression quand les gens sortaient le soir, allaient prendre leur repas, regarder le coucher de soleil et tout ça. Je veux retrouver ces impressions-là. Un peu oublier le moderne et revenir un peu dans le passé. Pour être sûr que Florence succombe au charme du Soudan, Philippe leur a réservé l'une des plus belles cabines, à la proue du navire. La suite numéro 1, une chambre lumineuse avec vue panoramique. Magnifique. Regarde un peu, ça c'est l'avant du bateau. Ah oui. On a un point de vue extraordinaire. Là, franchement, c'est Regarde. Ce paysage, super. Malgré les apparences, ce ne sont pas les meubles d'origine, car ils ont disparu après une longue période d'abandon du navire. Toute la décoration a dû être chinée dans les souks du Caire. Ah, voilà, ça c'est l'époque d'Agatha Christie, ça c'est indéniable. Là, on est dedans, quoi. C'est assez exceptionnel, quoi. Ces petits meubles, qui sont aussi des meubles d'époque, qui ont énormément de charme. Pour cette suite à l'ambiance rétro, Philippe et Florence ont payé 6 000 € pour 6 jours de croisière. petite baignoire, petit sabot, une salle de bain très fonctionnelle. Non, mais on va être bien. La cerise sur le gâteau, c'est le nom de la suite. Agatha Christie. Voilà. C'est magique, magique. C'est tout ce dont j'avais besoin pour faire plaisir à mon épouse et puis aussi pour faire un excellent voyage. Donc je pense que c'est bien parti.
très bien parti. Vas-y, donne du mou. Voilà, comme ça. Quasiment un siècle après le voyage d'Agatha Christie sur le Soudan, le vapeur appareille. Il embarque une quinzaine de passagers bercés par la vision romanesque de la reine du crime. Le paysage tout entier respirait la mélancolie et dégageait une manière de charme quasi maléfique. « C'est magnifique », déclara-t-il. « J'ai l'impression que nous allons enfin pénétrer au cœur de l'Égypte. » Ce voyage, c'est aussi un retour aux origines des croisières organisées. Car c'est ici, sur le Nil, que le concept est né. Avec l'essor de l'égyptologie à la fin du 19e siècle, la bourgeoisie européenne se passionne pour les trésors des pharaons. Un homme d'affaires anglais va en profiter, Thomas Cook. Ce pionnier du tourisme construit une flotte de bateaux à vapeur et propose des croisières sur le Nil, longeant les splendeurs de l'Égypte. Le business de Thomas Cook va connaître un boom après la découverte du tombeau de Toutankhamon en 1922, inaugurant l'ère du tourisme moderne. Miraculeusement préservé jusqu'à aujourd'hui, le Soudan est le dernier rescapé de cette époque. Venu passer 15 jours en Égypte avec ses deux fils, Arnaud, un architecte d'intérieur, découvre l'incroyable état de conservation du bateau. Cet escalier, quand on l'emprunte, tout comme quand on emprunte la coursive, on est en contact direct du bateau et de son âge. Tout est de travers et on se rappelle à tout instant qu'on est ici sur une très vieille dame qu'il faut respecter. Et ça, c'est beaucoup du charme de ce bateau. Une patine que l'architecte d'intérieur retrouve jusque dans sa chambre. Ce qui est amusant, c'est que les choses sont à nouveau complètement de travers. Ils ont été obligés de créer des cales pour que le lit soit à peu près à niveau. Les tapis, les parquets d'origine, tout ça font que ce bateau s'embellit avec le temps. Typiquement, cette lampe, qui en elle-même n'est pas belle, eh bien, fait partie du bateau. On sent qu'elle a sa place ici, qu'elle a toujours été réfléchie comme ça. Franchement, les choses sont très réussies. Aujourd'hui, il n'y a plus que 23 chambres sur le vapeur. Des conditions de voyage beaucoup plus luxueuses qu'au début du XXe siècle. Le navire comptait alors 70 petites cabines comme celle-ci et seulement 8 salles de bain communes. Mais mis à part ces quelques modifications, le Soudan a très peu changé depuis son lancement en 1921. Avec son vieux parquet, ses extincteurs et ses bouches d'aération rutilantes, c'est probablement l'un des plus vieux navires du monde encore en état de marche. Et comme au tout début du tourisme sur le Nil, le vapeur va remonter le fleuve de Luxor à Assouan, à la découverte des plus beaux monuments de l'Égypte ancienne. De l'autre côté du globe, en Indonésie, une silhouette venue d'un autre siècle se découpe à l'horizon. C'est l'un des plus grands voiliers du monde, le Star Clipper, un 4-mâts goélette de 115 mètres de long. Dessiné sur le modèle des Clippers, ces grands voiliers rapides qui dominèrent le commerce mondial au XIXe siècle, ce navire n'a pas été conçu pour embarquer du thé, des épices ou de la soie, mais 150 passagers venus faire une croisière à la voile en mer de Bali. Mesdames et messieurs, s'il vous plaît, vous pouvez laisser vos valises, ils vont mettre des étiquettes dessus et les emmener à bord. Eric, directeur d'une société de communication, arrive de Bruxelles pour une semaine de détente avec sa compagne Chantal. C'est vraiment le bateau qui m'attire, quoi. Le type de bateau qui est attirant. C'est pour ça qu'on est là. On a déjà fait
dirais des mini-croisières, mais pas véritablement aussi importantes que cette fois-ci. Mais effectivement, je trouve que c'est toujours une manière assez originale de découvrir un pays, une contrée par l'eau, que ce soit via une rivière, un fleuve, la mer ou quoi que ce soit. Les voiles, les mâts, enfin, c'est un bateau qui fait rêver, quoi. Voilà, c'est ça surtout. C'est pas le paquebot, quoi. Hein? Ok, mesdames et messieurs, s'il vous plaît. Waouh! Ça donne le vertige. Waouh! Ces fils, comment est-ce qu'ils s'y retrouvent là-dessus? C'est où, bon? Bonjour messieurs, dames, bienvenue à bord. Well, allez. Santé. À ce séjour, sur ce beau bateau, avec de l'acajou, des beaux bois, magnifique. Les premiers passagers ont déjà investi le pont en teck du voilier, l'endroit où ils vont passer la majorité de leur temps pendant la croisière. Avec la grande... C'est vraiment, hein. Je dis, comme dans les films, hein. Waouh! Il vaut mieux regarder où on marche et où on met la tête. Attention au cordage. Mais on a hâte de le voir déployer ses voiles et se mettre au vent, vraiment. Vous avez le sentiment un peu de voyager dans le temps aussi, un peu? Oui, ben oui, tout à fait, c'est ça. De voyager dans le temps, je dis, de remonter à toute cette époque où les gens prenaient le temps, puisqu'il y avait les voiliers qui allaient beaucoup moins vite qu'aujourd'hui, les paquebots à moteur. Donc ici, on va reprendre le temps au présent et en profiter. Sur le Star Clipper, tout est fait pour plonger les passagers dans la grande époque de la marine à voile. On descend dans l'antre du bateau. Une décoration d'inspiration très anglaise, censée évoquer celle des clippers du 19e siècle. Mais derrière son allure de vieux gréement, le Star Clipper est un navire de croisière moderne, construit dans les années 90. À l'intérieur de sa coque en acier, 85 cabines offrent le confort d'un paquebot classique. On y va. Thank you. Thank you. Ouh là là. Et ben voilà. On est juste dans les... Oui, au-dessus de l'eau. Juste au niveau de l'eau. Impeccable. C'est vraiment la cabine telle que je m'imagine. Hein. C'est à la fois un look un peu rétro, mais c'est à la fois très utile. Fonctionnel. Très fonctionnel. Il n'y a rien qui manque. Et... Moi, l'idée, c'est d'être tout le temps en haut. Hein, oui, voilà. On est là pour regarder le paysage qui va défiler, donc certainement pas pour rester dans la cabine. Voilà, on va aller découvrir ça. Hein. Le voilier, c'est la pièce maîtresse du séjour aussi. Hein. Sur le Star Clipper, c'est une tradition. Au moment de hisser les voiles, des haut-parleurs rajoutent un peu de lyrisme sur le pont en diffusant la musique du film hollywoodien Christophe Colomb. Les voiles 2 et 3 pour commencer. On va voir comment elles vont. Et ensuite, on hissera le foc et les voiles carrées. 3, 2, 0. Orchestrée par le capitaine Vlad, un officier ukrainien, la manœuvre attire les passagers à peine embarqués sur le pont. Ils attendent tous ce moment. Ils adorent ça. La musique et tout le reste. Allez, on met les voiles. Une dizaine de marins venus d'Inde ou d'Ukraine s'activent au cordage pour hisser les 16 voiles du navire. Tant qu'elles ne sont pas totalement hissées et réglées correctement, il faut qu'on soit sur nos gardes. C'est un moment spécial pour tout le monde. C'est extraordinaire, hein. C'est une multiplicité de sensations. Hein. Il y a un marin là qui est tout à fait à la proue, ils vont hisser les phoques. C'est un moment hors du temps, un peu unique. On est entouré de l'immensité du bleu, on est sur ce voilier qui lui-même est peut-être aussi d'un autre temps. Hein. On se croirait au début du siècle passé. On retrouve le travail manuel. C'est très bien, c'est très beau.
On retourne à l'homme, en fait, au lieu des machines. L'humain reprend son importance, puisque ce sont tous des métiers qu'aucune machine ne sait faire. Non, ça donne quasi un peu la chair de poule, là, quand je le dis. Pourtant, il fait bon, hein. On doit être pas loin des 25 degrés, là, mais... On aurait peut-être tendance à être un petit peu dans leurs pieds, mais enfin bon, voilà, on fait attention. Sur le Star Clipper, tous peuvent circuler sur le pont même durant les manœuvres. Il y a quelle profondeur ici? En gros 20 mètres. 20, c'est tout? Oui, monsieur, faites attention. Et c'est la même profondeur partout? Désolé, monsieur, je suis en pleine manœuvre. Au fil de la navigation, équipage et passagers entament une drôle de cohabitation, rendue d'autant plus intime par la taille du bateau. Sur le voilier, les marins qui travaillent font partie de l'animation. Je trouve que c'est assez extraordinaire de voir qu'aujourd'hui, on parvient encore à réparer des voiles, comme on le faisait d'antan, je dirais, lorsqu'on était en pleine mer, qu'on n'avait pas d'autre possibilité que de le faire. C'est fabuleux. Sergueï et Andrei viennent d'Ukraine. Ce sont les gréeurs, les deux responsables de l'entretien des voiles et des cordages. On est en train de réparer la voile d'été. Il y avait une grosse déchirure. On doit changer quelques coutures. Si vous voulez travailler sur un voilier, vous devez apprendre à faire ça. D'abord sur les voiles et ensuite dans les mâts. Si les voiles sont déchirées, vous devez savoir les réparer. C'est comme ça. Nadia et Serge, un autre couple belge, voyagent en Asie pour la première fois. Regarde, on voit bien les lignes derrière. Ah, c'est chouette. Écologistes convaincus, ils ont choisi le voilier pour fêter leurs 50 ans respectifs avec ce séjour mémorable, tout en restant fidèles à leurs valeurs. Nous ne sommes pas une clientèle pour les gros paquebots parce que l'impact sur l'environnement est trop important. Et c'est pour ça que cette croisière, plutôt à taille humaine, nous a convaincus. Quand je vois cette communion avec la mer, avec la nature, c'est super important. Par contre, tout de suite, on est passé à côté d'un banc de déchets, de sacs plastiques. Hein. Et c'est dommage. Ça, c'est dommage. On se rend compte de l'impact de la pollution. De l'homme sur son environnement. Ça, c'est terrible. Là, encore un sac plastique, là, clairement. Là. La proximité avec les éléments, c'est ce qui fait le succès de cette croisière. Mais comme n'importe quel autre bateau, le voilier doit respecter un planning serré entre les escales. Et pour cela, il ne peut pas compter que sur le vent. Trois étages plus bas, sous la ligne de flottaison, les cales du navire n'ont pas grand-chose à voir avec celles d'un voilier d'époque. 13 mécaniciens veillent sur une salle des machines digne d'un petit paquebot. Voilà, c'est notre moteur principal. C'est pour la propulsion. Rien qu'avec lui, on peut naviguer à 18 km/h. Quand on doit couvrir de longues distances en très peu de temps, on utilise le moteur avec les voiles. En combinant les deux, on peut dépasser les 30 km/h. Loin du fracas des machines, sur le pont supérieur, les passagers commencent à peine à profiter de leur première matinée de navigation au grand air. À la mi-journée, le capitaine Vlad ordonne déjà d'affaler les voiles. Le navire est arrivé en vue de la première petite île, au large de Java. À chaque fois que le navire jette l'ancre, l'équipage propose aux passagers qui le souhaitent de s'offrir un petit frisson en se mettant dans la peau d'un matelot de la grande époque.
Qu'est-ce que vous allez faire? Essayer de grimper. Prendre un peu d'altitude pour avoir une meilleure vue. Je grimpe pas mal en falaise, donc voilà, dès que j'ai l'opportunité de grimper quelque part, je la saisis. C'est l'heure de monter au mât. Vous attachez votre mousqueton ici. Vous passez par là et vous attrapez les câbles de chaque côté. Et ensuite, vous montez bien un échelon à la fois. Pirates des Caraïbes, ouais. On est vraiment dedans, là. Sans les méchants à bord. Aujourd'hui, attraction touristique, l'escalade le long des haubans était autrefois réservée à ceux qui pratiquaient le métier le plus dangereux à bord. Les gabiers. Au temps des grands voiliers, ces matelots passaient leur temps dans les mâts pour régler la voilure, quelles que soient les conditions météo. Et contrairement aux voyageurs du Star Clipper, les gabiers n'avaient pas de harnais pour s'assurer. Et vous êtes arrivé. Bienvenue sur la première plateforme du Star Clipper. Thank you. On a une belle vue sur le pont, là. On sent encore mieux le vent, là. On a pris un peu d'auteur. Non, c'est très chouette. De voyager comme ça sur un voilier, ça permet de s'imaginer un petit peu comment ça devait se passer à l'époque. Avant, il n'y avait aucune aide mécanique. Ils devaient monter pour ajuster les voiles à la main. Il n'y avait aucune sécurité non plus. Et malheureusement, s'il y en avait un qui tombait par-dessus bord, c'était la fin. Il n'était pas question de faire demi-tour. Ce soir, les passagers reprennent la mer pour une nuit de traversée jusqu'à l'île de Java, où les attend l'un des plus spectaculaires volcans d'Indonésie. À quelques milliers de kilomètres de là, sur les hauteurs de Briançon, d'autres voyageurs se préparent pour une croisière mythique. Et bonjour, ça va? Pour leurs 60 ans de mariage, Charles et Bernadette ont décidé d'offrir à toute leur famille une croisière exceptionnelle. Bonjour. Vous êtes prêts? Oui. Ça y est, ça va. La valise. Et toi? Ouais, on a bouclé la loche et tout. Ouais. Regardez ça. Leur cadeau, c'est une traversée de l'Atlantique sur le paquebot Queen Mary 2. C'est pour embarquer sur le bateau, puisque si on n'a pas ça, ils nous prennent pas. Ils nous balancent par-dessus bord. Ça, c'est pas mal. Oh, la vie à bord, la bouffe, le machin. Ça donne envie. Oui, ça donne envie, oui. C'est une brochure. Le monsieur, il est en costume avec un nœud pape. Eh, mais j'en ai mis des nœuds papes. Mais je sais. 2 nœuds papes. Ça, c'est l'arrivée à New York. Ah, je regarde que ça. Je vais encore y aller de ma larme, là. Mon grand-père, ça fait des années et des années qu'il nous parle de voir la Statue de la Liberté, d'arriver dans la baie de New York, voilà, dans un bateau si possible. Et finalement, bon, c'est avec beaucoup de joie que leur rêve va se réaliser. Et du coup, aussi le nôtre maintenant. Et donc, ouais, on était vachement heureux, c'est clair, c'est clair. Pour le voyage de leur vie, Charles et Bernadette ont cassé leur tirelire. 26 000 € pour emmener les 8 membres de leur famille. Je pense que là, ils garderont quand même toute leur vie un souvenir des grands-parents. Quand on sera parti, et ben voilà, ils diront on est parti en Amérique avec les grands-parents. On avait choisi celle-là parce que quand on voit sur les pubs, c'est l'Odyssée du Titanic pratiquement refaite, avec peut-être, on ne sait même pas, peut-être un arrêt au-dessus de l'endroit où ça a coulé, c'est quand même émouvant à voir, oui. Et c'est sûr que ça nous fait plaisir d'aller voir jusqu'à la Statue de la Liberté. Ah oui, de voir la statue, oui, c'est ça. Je pense que ce sera le plus beau voyage de notre vie. Ah, c'est super. Ça va être le top. Ah, je me doutais. Alors toi, oui, il y a longtemps que tu gardes ça. Là, il est en train de tout évacuer. Ah ouais, ça remonte tout, là. Wow. Ah. Le port du Havre, à 700 km de Briançon.
En 1864, c'est d'ici qu'est parti le premier vapeur français à destination de New York, inaugurant la grande époque des liners, les paquebots transatlantiques. À l'époque, le train venu de Paris dépose directement ses passagers sur le quai, au pied des navires. Et leur départ pour l'Amérique attire toujours des foules de spectateurs. Un siècle après cet âge d'or, les avions ont rendu les paquebots anachroniques. Il ne reste plus qu'un seul navire transatlantique au monde. Le Queen Mary 2, 62 mètres de hauteur, 345 mètres de long. Sur le quai, le train a été remplacé par des dizaines de bus. Cette semaine, 2400 passagers ont pris leur billet pour New York. À la découverte du nouveau monde. Ah oui, ça y est, elle est là. Super, je vais prendre ma photo. Arnold et Barbara, son épouse d'origine anglaise, arrivent du sud de la France. Ce sont des habitués des croisières. Ils en ont déjà fait une trentaine. Bon, voilà, t'as un Queen Mary adoré. Mais c'est leur première transatlantique sur ce paquebot unique. Barbara en rêvait depuis longtemps. Super, j'en reviens pas que je sois là. Enfin, je cours. Pas trop loin quand même. Would you mind taking a photo of us just in front of the ship? Yes. All you have to do is press there, okay? Yes. Thank you very much. Pas question d'embarquer sans une photo souvenir à la proue du navire. Le meilleur endroit pour admirer sa ligne, taillée pour la houle de l'Atlantique. 1, 2, 3. Okay. You got it? Thank you. Elle est élégante. C'est vraiment une pointe et elle a une... Elle donne l'impression de vouloir foncer à travers les vagues. Je suis émue. Je suis émue, mon français de travers, parce que je suis tellement émue. Et il est beau, c'est vrai qu'il a une belle silhouette. Ce qui m'impressionne le plus, c'est un peu partir du Havre à la découverte de l'Amérique, comme les anciens l'ont fait, quoi. C'est ça qui est impressionnant. Queen Mary, Cunard. OK, thank you. Oh, regarde. Il est beau, hein? Il y a des clins d'œil du passé sur ce bateau. Ouais, voilà, c'est impressionnant. La décoration est parsemée d'hommages à l'exubérance des palaces flottants de l'entre-deux-guerres, le véritable âge d'or des croisières. Aménagés par les meilleurs artistes et décorateurs de l'époque, les paquebots transatlantiques sont alors des vitrines du style Art déco. Volume grandiose, pureté des lignes et sculpture monumentale. Rien n'est trop beau pour épater la clientèle, qui y profite d'un service digne des plus grands hôtels. Entrez. Votre petit déjeuner, monsieur. Assuré par une armée de femmes de chambre et de mousses de sonnerie, toujours des enfants, chargés de toutes les petites courses à bord. Serge Stragor désire vous voir. Le Queen Mary 2 joue à fond sur la nostalgie de cette époque révolue. C'est distingué, c'est pas la modernité, mais c'est la classe, c'est bien, c'est beau. Le lustre est très beau. Et il n'y a pas que dans l'aménagement du navire qu'on retrouve cet esprit rétro. Good morning. Avec leurs uniformes rouges à la Spirou, Yes, okay. les mousses de sonnerie sont toujours là. Une photo avec monsieur. There we are. That's it, done. Et pour compléter cet étrange décor, il y a des portraits de têtes couronnées britanniques dans tous les coins. Ah, Arnold, un moment. Regarde, c'est la Queen Mum, la mère de la Queen Elizabeth, de la reine actuelle. Difficile de s'y retrouver à moins d'être anglais. À l'entrée de la salle de bal, Barbara reconnaît le buste de celle qui a donné son nom au navire. Cette dame est la grand-mère de la reine actuelle, Elizabeth II. C'est Queen Mary, une grande dame que j'ai vue quand j'étais gamine à Londres dans un défilé, mais de loin, très élégante. C'est en son honneur que fut baptisé le premier paquebot Queen Mary en 1934. Un navire qui effectua des liaisons transatlantiques jusqu'en 1967, avant de finir sa carrière amarré dans le port de Long Beach, en Californie, où il est aujourd'hui une attraction touristique. Bonjour. Bonjour. Bonjour.
Tout juste arrivés de Briançon, Charles, Bernadette et leur famille découvrent le Queen Mary 2. À l'autre bout du bateau. Mais ils ont un peu de mal à se repérer. Mais alors attends, Le petit côté, il est de quel côté, t'es marrant? Ben là, on sait plus. On se rend même plus compte si on est sur un bateau, d'ailleurs. D'ailleurs, peut-être qu'ils nous ont fait passer ailleurs. L'avant est là-bas, non? C'est ça? Donc il faut partir de ce côté et remonter tout le bateau. Ils vont en profiter pour visiter le navire. Ah, c'est joli. Ouais, c'est joli, hein? Sous une verrière monumentale, la salle à manger de 1200 places. Là, on est vraiment... Ouais, c'est classe, c'est so British. Tout belle à salle fait. de resto, là. Ouais. Ça fait très décor années 30, c'est ça. Ça nous plonge dans un autre monde, un autre temps ici. Un côté intimidant, ouais. C'est vrai que c'est magnifique. Hein. On se croirait dans véritablement un palace flottant, hein. C'est vrai. À chaque étage, des couloirs de 300 mètres de longueur desservent des dizaines de cabines. 4103, nous. On va y arriver. T'as une clé pour ouvrir, Bernadette? Oui. Allez, c'est parti, Mamrachi, je rentre devant. Oh, les bagages sont déjà là. Ah oui, c'est bien. Oh là là. Pour leur cabine d'une vingtaine de mètres carrés, Charles et Bernadette ont payé 7 000 € la semaine. Il y a même le champagne. Oh, c'est sympa, ça. Oui, c'est cossu, c'est bien. C'est oui. classe. Oh, c'est super. Et t'as vu, ça glisse pas dans la salle d'eau. Hein. Ah, c'est une douche avec des... Ouais. C'est antidérapant. Ouais, bien. Pour ce prix, le couple a même droit à une petite terrasse avec vue sur mer. Attends, tu veux que je passe? Oui. Oui, vas-y. Attends. Ça va le faire, les gars, ça va le faire. C'est joli. Ouais, bravo, bien. 6 ponts plus haut, Barbara et Arnold découvrent eux aussi leur cabine. Arrivez. Fais voir là. Je bloque la porte si possible. Non. Ah oui, c'est joli. Ah. Tu... Oui, elle fait large aussi. Welcome. C'est royal. Oh, c'est super. Elle ne fait que 14 mètres carrés. Arnold et Barbara l'ont payé 4 000 € pour une semaine. Mais il manque quelque chose. On n'a pas de fenêtre, là. Ah, On voilà. n'a pas de fenêtre. Parce que nous, ça ne nous intéresse pas tellement, les fenêtres. Compte tenu que tu aimes beaucoup les croisières, Oui. il faut gérer un budget. Donc, les cabines Oui, voilà, sans balcon, etc., ça permet de nous faire Voilà. plusieurs croisières. Voilà. Ben, qui dit mieux, là? Regardez l'accueil, là. C'est super. On dirait une suite. C'est pas grave, tout ça. Bon, je crois qu'il va mon faire une choix. petite pause. Voilà. Il y a une bouteille de champagne. Oui, super. On va attaquer la Oui, bouteille. et la sauce de la fête. Attention, ça va péter. Ah, doucement, ça va. Voilà. Ça y est. Voilà. Dans les cabines intérieures, il n'y a pas de champagne, mais du mousseux. Ce n'est pas ça qui va ébranler leur enthousiasme. Madame, Merci. Merci, mon chéri. Voilà. longue vie. Chin. Tiens-le. Et Pour bonne le meilleur et pour traversée. le pire. Allez. Le Queen Mary 2 s'apprête à larguer les amarres. On passe sur l'arrière. L'arrière. OK, bah ça, c'est très glissant. Hein? Ah, un arc-en-ciel. Regardez l'arc-en-ciel. Dernier coup d'œil sur la terre ferme, avant 6 jours de pleine mer. Ça y est, il part, là, voilà. Ouais. Ça bouge. Ça y est, on est en marche avant. Je crois qu'on rentre dans la légende en faisant ce voyage. La légende de la découverte du Nouveau Monde. Ciao, la France. Au revoir. Bonjour, l'Amérique. Allez, bisous. Bon voyage. Bon voyage à toi aussi. Au revoir, la France. Oh là, c'est joli. Un bateau. Ouais, c'est joli, hein. C'est un rêve qui se réalise. Hein. Ouais, oui, ça c'est vrai. Ah, on va passer là-bas, on va rentrer en pleine mer. C'est quand même pas mal, hein. Oh là là. Ah oui, c'est beau. Hein. Ça y est, on va quitter. Hein. Je crois bien que cette fois, on y va. Le spectacle n'a pas changé depuis l'essor des premiers paquebots transatlantiques, il y a plus d'un siècle. Leur lancement passionna le grand public, qui suivait leurs croisières inaugurales et leurs records de vitesse dans les journaux, racontés par les plus grandes plumes de l'époque, notamment Blaise Cendrars, envoyé spécial d'un grand quotidien sur le paquebot Normandie.
L'œil ne se lasse pas d'admirer les proportions harmonieuses et immédiatement intelligibles de ce beau navire. Proportions qui font de cette ville flottante une œuvre d'art, un chef-d'œuvre de l'esthétique contemporaine. « 84 ans plus tard, le Queen Mary II est le dernier descendant de cette épopée, avec sa silhouette effilée, sa coque sombre et sa cheminée écarlate. Un navire unique au monde que le capitaine Hashmi connaît par cœur. Il était jeune officier sur le paquebot au moment de sa mise à l'eau il y a 15 ans. Ce qui rend le Queen Mary II spécial, c'est avant tout sa ligne. La proue fait 60 mètres de long, contre moitié moins pour la plupart des navires de croisière actuels. Et nous avons une étrave effilée pour briser les vagues plus facilement, alors que le profil des autres navires est plus arrondi, ce qui les fait heurter les vagues de front et les force à ralentir. Une ligne unique, héritée de l'époque où le bateau était le seul moyen de locomotion entre l'ancien et le nouveau monde. Le Queen Mary II perpétue l'âge d'or du voyage, les années 30, mais avec une touche moderne. C'est comme ça que les gens voyageaient avant. Il y a une nostalgie de ce passé. Alors bien sûr, nous ne vivons pas dans le passé, nous vivons dans le présent. Mais on peut aussi se rappeler du bon vieux temps. Les côtes françaises s'éloignent à près de 40 km/h. La vitesse de croisière que le paquebot va tenir durant une semaine jusqu'à New York, à 5600 km de l'autre côté de l'Atlantique. Sur le Nil, le steamship Soudan poursuit sa remontée du fleuve à 8 km/h de moyenne. Depuis la fenêtre de leur suite, Florence et Philippe ont tout le temps de profiter du paysage. T'as vu les hirondelles qui frottent? Ah oui, ils vont boire dans le Nil. Et hop, elle repart. Ouais. Extraordinaire. On se sent en dehors du temps. On laisse passer la vie, on laisse s'écouler le temps et nous, on est là et on profite. Et le soleil, le Nil et ce bateau, c'est un trio complètement magique. C'est vraiment merveilleux. La magie opère. Pour Arnaud et ses fils, le spectacle est aussi dans les entrailles du navire. C'est fascinant de voir que c'est la mécanique d'origine. C'est hypnotique. Depuis le passage d'Agatha Christie dans les années 30, ce sont toujours ces trois énormes bielles qui entraînent l'axe des roues à aubes, situées de chaque côté du bateau. Vous imaginez la puissance de cette machine? C'est un musée à ciel ouvert, ça. Ouais, c'est ça. Extraordinaire. Ah, c'est beau. Ça participe à l'ambiance du bateau, de voyage dans le temps. C'est un moteur qui est centenaire. Et c'est vraiment super plaisant de pouvoir l'observer et pouvoir voir cette antiquité, en fait. Oui, je suis surpris de voir qu'on arrive à embarquer des clients sur un bateau qui est propulsé par une mécanique de l'époque. Une mécanique qu'il faut huiler en permanence pour éviter la casse. Heureusement, le navire a quand même bénéficié de quelques améliorations depuis sa construction. Avant, on alimentait la chaudière avec du charbon par cette ouverture. On jetait le charbon à la pelle ici. Bien sûr, c'était beaucoup plus difficile que maintenant à l'époque. Imaginez un ouvrier qui reste ici toute la journée, dans cette chaleur, juste à côté de la chaudière. Maintenant, on doit juste faire attention à ce qu'il y ait du carburant. C'est tout. Si le bateau s'applique à garder son allure d'antan, Ashraf, le responsable des serveurs, commence sa journée par peaufiner sa ressemblance avec une star égyptienne de la grande époque. On dit que je ressemble à Omar Sharif, à cause de mes yeux qui sont un peu plissés, comme les siens, et aussi de mes cheveux. Sur le vieux vapeur, le personnel contribue directement à l'ambiance. Ashraf ne quitte jamais sa cabine sans son costume traditionnel. Ça, c'est un caftan. C'est l'uniforme qu'on doit tout le temps mettre dès qu'on est en service sur le bateau. Ce genre de costume était déjà utilisé au XIXe siècle, au début de la dynastie de Mehmet Ali.
C'est une copie très fidèle. On a regardé dans les archives pour pouvoir le recréer à l'identique. Et ça, qu'est-ce que c'est? C'est un tarbouche. Il faisait aussi partie de la tenue traditionnelle qui a été utilisée jusqu'à l'époque du roi Farouk. C'est une pièce essentielle du costume. Parfois, les jeunes serveurs n'aiment pas trop le mettre, surtout quand il fait chaud, mais je leur dis que c'est indispensable de porter le tarbouche. Ashraf partage sa cabine avec un autre chef d'équipe. Mais sur le bateau, tout le personnel n'est pas logé à la même enseigne. Je vais vous montrer les cabines de l'équipage. Pour laisser aux passagers l'usage des ponts, la plupart des employés vivent sous la ligne de flottaison. Ça, c'est notre cafétéria. Quelques mètres carrés que se partagent une cinquantaine de membres d'équipage. On vient ici pendant les pauses ou quand les clients sont descendus à terre. C'est là qu'on prend tous nos repas. Et ici, on vit à 3 par chambre. Voici une des cabines utilisées par mon équipe, celle des serveurs. Bien sûr, ils ne peuvent pas rentrer chez eux tous les jours. Ce n'est pas comme s'ils travaillaient dans un hôtel. Ils vivent ici pendant 45 jours et ensuite ils ont 15 jours de repos. Dans la coque, il a aussi fallu caser une cuisine aux normes modernes. Ce matin, l'équipe est en train de préparer les repas de la journée. Pour éviter les bactéries, les cuisiniers rincent tous les légumes à l'eau minérale, additionnée d'une petite dose de chlore. On met cette pastille dans l'eau et ça supprime tous les microbes. Et rien que pour faire ça, on consomme à peu près 40 à 45 litres d'eau minérale par jour. Un procédé qui garantit aux passagers de pouvoir manger des légumes crus en toute confiance. Tout est préparé sur place, des plats jusqu'aux pâtisseries orientales. Et comme à l'époque d'Agatha Christie, cette cuisine égyptienne traditionnelle est servie à table, dans la petite salle à manger du navire. Les choses sont très équilibrées. Il n'y a jamais d'excès de sucre ni de gras. J'ai le sentiment moi qui suis très attentif à ce que je mange. Les choses sont à la fois très simples, mais suffisamment sophistiquées pour qu'on ait le sentiment d'être gâté. C'est très très bon, c'est délicieux, c'est quasi gastronomique. En 6 jours de croisière, le vapeur va parcourir 200 km entre Luxor et Assouan. C'est dans cette région que l'on trouve certains des plus beaux vestiges de l'Égypte ancienne. Le temple d'Amon à Luxor et sa colonnade monumentale, ou encore la vallée des rois et ses tombeaux, qui recèlent des peintures vieilles de 3500 ans. Mais c'est au sud d'Assouan que se trouve l'un des monuments les mieux conservés d'Égypte, le temple de Philae. Situé sur une île, il fut achevé par le père de Cléopâtre au 1er siècle avant notre ère. Les visiteurs découvrent la richesse de l'un des tout derniers lieux de culte de la civilisation égyptienne, juste avant son annexion par l'Empire romain. Les Égyptiens, ils ont dédié l'île à la divinité la plus belle d'Égypte. C'est qui? Une excellente question, ça. Qu'est-ce qu'il demande? Ah, bravo! Et Isis, c'est le symbole de beauté. Donc le temple, vraiment, il est fait dans des proportions magnifiques et on dit un temple féminin. Là, il y a une belle photo, là. Il n'y a pas un endroit où on n'a pas envie d'appuyer sur le bouton. Si aujourd'hui les visiteurs peuvent découvrir le temple sans se mouiller les pieds, voilà à quoi ressemblait Philae à l'époque des premières navigations du Soudan. Des ruines à moitié submergées, des bas-reliefs menacés de disparition à cause d'un barrage construit par les Britanniques en 1902 pour domestiquer les crues du Nil.
Voué à être englouti par la construction d'un second barrage, Philae est finalement sauvé des eaux par l'UNESCO, qui lance un chantier titanesque en 1972. Une digue est construite autour du temple, puis il est démonté pierre par pierre et déplacé sur une île voisine. 8 ans de travaux pour transporter 40 000 blocs et remonter le temple à l'identique. 40 000 blocs, vous pouvez imaginer les nombres de barques et plus de 3 000 hommes qui travaillaient. C'est une petite armée qui travaillait tout au long de cette période. Et vraiment, c'est un travail titanesque. J'aurais débarqué sans aucune explication. J'aurais imaginé que le temple avait toujours existé ici. C'est un travail vraiment, vraiment très impressionnant. Avant de repartir, les voyageurs ont droit à un tour de barque sur l'ancien emplacement du temple, signalé par quelques vestiges du chantier de l'UNESCO. À proximité, ils vont découvrir d'autres ruines oubliées. C'est à la fois la cerise sur le gâteau et à la fois la confirmation qu'il y a encore une quantité phénoménale de trésors enfouis ici et qu'on va pouvoir venir, revenir et avoir de belles surprises à chaque visite en Égypte. C'est extraordinaire. Lorsque le Soudan a été construit en 1921, l'Égypte n'accueillait que quelques milliers de visiteurs chaque année. L'an dernier, 11 millions de personnes ont visité le pays. Face à ce tourisme de masse qu'il a contribué à lancer, le vieux vapeur, dernier vestige de la Belle Époque, est aujourd'hui devenu le moyen le plus raffiné de découvrir les trésors des pharaons. De l'élégance, le Queen Mary II, lui non plus, n'en manque pas. Le prestigieux paquebot est à présent à plus de 1000 km des premières côtes. Ce matin, il y a déjà du monde sur le pont pour profiter du spectacle. Et notamment Charles, le retraité de Briançon qui s'est levé tôt pour prendre un bon bol d'air. Bonjour. Bonjour. C'est un joli circuit bien plat, convient bien aux vieux, c'est impeccable. Cette promenade en teck de 600 mètres de longueur permet de faire tout le tour du paquebot. En permanence, on peut y voir des dizaines de passagers tourner en rond dans les deux sens et profiter du grand large. Contrairement aux navires modernes, ici pas de toboggan géant ou de piscine à vagues façon parc d'attractions. Les activités de plein air sont simples, volontairement copiées sur celles que l'on trouvait sur les transatlantiques il y a un siècle. C'est précisément cet esprit rétro que veulent retrouver les passagers du Queen Mary II. Mais à 40 km/h en plein milieu de l'Atlantique, le pont du paquebot n'est pas toujours très hospitalier. Il y a du vent. Il y a du vent. Il en faut plus pour arrêter Barbara et Arnold, les deux fans de croisière, bien décidés à se baigner ce matin. Splendide. Une fois qu'on est dans l'eau, on est au chaud. On a mis la main dans le jacuzzi tout à l'heure. Oui. Elle est chaude, 28-30 facile. Hein. Oh, c'est splendide. Voilà, les bulles arrivent. Ouais. On est dans le jacuzzi, l'océan autour de nous. On est comme un poisson dans l'eau. Ouais. Entouré d'un océan, sur un grand bateau, dans un océan immense. C'est impressionnant. Quelque chose de magique, voilà. Il y a quelque chose de... Les Anglais disent fantastic. Wow. C'est super. Pas mal la vie. Voilà. Thank you, thank you. Thank you. Thank you. À la Queen Mary. Bon, alors, une bise quand même, hein.
Pendant que les passagers profitent du pont en teck, les employés s'activent pour faire les 1360 cabines du navire. Service de chambre. Service de chambre. Depuis 12 ans, Richard nettoie les chambres. Comme la majorité des garçons de cabine sur le navire, il vient des Philippines, un pays qui fournit presque un tiers des employés de l'industrie des croisières. Durant les 9 mois que dure son contrat, toutes les journées de Richard se déroulent invariablement de la même manière. Ça dépend de l'état des cabines, mais généralement, il me faut 15 à 20 minutes pour les nettoyer. Je dois en faire 16 par jour et je dois assurer 2 services, le matin et le soir. Le matin, je fais les cabines et le soir, je les prépare pour la nuit. On n'a pas de jour de repos. Durant 9 mois, aucun jour de repos. Ça doit être très difficile. Oui, c'est très dur. On a juste le soir, après le travail. C'est le seul moment où on peut se reposer. Richard n'est pas autorisé à révéler son salaire. Mais d'après nos informations, les employés de ménage de la compagnie touchent environ 1800 € par mois, en comptant les pourboires. Bien plus que ce que gagnait Richard lorsqu'il travaillait aux Philippines. Avant, je gagnais 10 000 pesos. Ça fait 180 € par mois, quelque chose comme ça. Cet emploi lui permet de gagner 10 fois plus. Mais il ne rentre chez lui que 2 mois par an pour voir sa femme et son fils. J'ai des rêves très simples. Avoir ma propre maison, une famille heureuse. Et pourquoi pas peut-être monter un petit commerce. Juste de quoi subvenir à nos besoins de tous les jours. C'est le seul rêve que j'ai. Il est modeste, mais c'est pour y arriver que je fais tout ça. Comme Richard, ils sont 1200 employés à vivre en huis clos pendant de longs mois, sans presque jamais descendre à terre. Des serveurs aux barmen, en passant par le personnel médical de l'hôpital du bord, ou encore les mécaniciens. Dans les coursives, plus d'une centaine de métiers se côtoient. Mais il y a une profession que l'on ne trouve sur aucun autre navire de croisière. Bien joué! Celle de maître de chenil. Le Queen Mary 2 est en effet le seul navire au monde à accepter les chiens. Ici, ils sont considérés comme des passagers à part entière et traités avec tous les égards par 2 employés en livrée rouge et gants blancs. Encore une tradition qui vient de loin. Un maître d'hôtel est spécialement réservé aux chiens et aux chats. Durant l'entre-deux-guerres, tous les paquebots transatlantiques acceptaient les animaux de compagnie, qui n'avaient alors pas d'autre moyen que le bateau pour aller en Amérique. Anissa, Gigi, venez! Aujourd'hui, sur le Queen Mary 2, les chiens disposent toujours de leur pont privé à l'arrière. Every night in my dreams, I see you, I feel you. Hello, bonjour, je vous you. aime. Lancez-moi des saucisses. Oliver, le maître de chenil, est aux petits soins pour ses pensionnaires. Je vais préparer quelque chose de spécial. Il faut des œufs brouillés, de la citrouille, du poulet, un peu de saumon, un peu de riz et des petits pois. Tout est bio. Ça, c'est un plat sur mesure. On s'adapte à chaque demande. Et c'est frais tous les jours. On mélange. Ok, c'est prêt. Voici le plat favori d'Anissa que je vais lui apporter de ce pas. Tu es prête? Fais-moi un bisou d'abord. Regardez-moi ça. Elle ne dit jamais non à mon menu. Oh, elle adore. Oliver est un bon chef. Les services d'Oliver sont très appréciés. C'est bien. Vas-y doucement. Il faut s'y prendre presque 1 an à l'avance pour réserver une des 20 places du chenil. Un petit local à l'ambiance de salle d'attente vétérinaire, avec des haut-parleurs qui diffusent une musique relaxante.
sous le regard intrigué des autres passagers. Nous venons ici tout au long de la journée, aussi souvent que nous le pouvons. Nous sommes là pour nos animaux et c'est une belle opportunité de pouvoir passer tout ce temps avec eux. Oui, nous sommes tout le temps là. Il n'y a aucun autre endroit sur le bateau où je voudrais être. Le maître de chenil connaît tous les chiens personnellement. Il sait s'ils aiment être caressés ou pas. Regardez, Oliver travaillait dans un zoo avant de venir ici. Il sait y faire avec les animaux. Il m'adore. Pas vrai? Coût de ce traitement VIP, entre 700 et 900 € la semaine, en fonction de la taille de l'animal. À ce prix-là, la compagnie garantit des cages toujours impeccables, où les chiens se retirent pour la nuit, car le reste du paquebot leur est interdit. Ce soir, c'est le premier gala de la croisière. Tous les passagers sont priés de respecter un dress code. Robe de soirée pour les dames, costume pour les hommes. Dans les cabines de la famille de Briançon, tout le monde a pris cette consigne très au sérieux. À commencer par Dominique et Nicolas, la fille et le petit-fils de Charles et Bernadette. Je suis prête. Ce soir, il se passe une petite soirée noir et blanc. Voilà. Et comme papy et mamie, ils ont vraiment envie qu'on soit là-bas, ben, on va faire l'effort de se mettre au dress code et puis aller les accompagner. La tenue, je l'ai achetée pour le mariage de ma sœur et je la ressors aujourd'hui, 2 ans après. La cravate, on en a une, mais c'est pas la bonne couleur. Donc on va voir si papy, il n'a pas un nœud papillon qui ira. Apparemment, si. Hein. Le côté guindé des croisières, c'est justement ce qui faisait un peu peur à la famille. Mais ce soir, tout le monde joue le jeu. Oh putain, t'es beau. Et toi donc? Tu veux un nœud pape? T'as le choix, regarde. J'ai un nœud pape qui devrait aller. Et puis, celle-là, je voulais mettre celle-là. Mais j'ai vu que les gens d'équipage, ils sont habillés pareil. On va demander à mamie, parce que c'est elle sait pour toi, elle sait pour moi aussi. Oh, elle sait. Ben, j'ai été obligée de lui ajuster le nœud. Il savait pas faire. Ben, on va fermer, si faut fermer. Oui. Chapeau, le mec, hein. Attention. Ça vous fait plaisir de le voir Ah bah, je veux, oui. Bah, parce qu'on n'est pas vraiment habitué, hein. C'est plutôt la casquette. Normalement, normalement ça doit aller, hein. Ah oui, non, mais moi... Ah bah, dis donc. Ah, il est beau. Bon, enfin, on le savait, hein. Clément, il a sorti du costard. Ouais. Il a sorti le smoking du mariage et tout, là, il est pas là pour rigoler. En avant toutes. Au revoir. Bonne soirée. Au revoir. Bonjour. Ça va, Ben? Good night. La salle de bal est pleine à craquer. Sur le Queen Mary 2, plus que sur n'importe quel autre navire de croisière, les passagers sont très attachés à la tradition des soirées de gala. Santé, ma moitié. Il y a du beau monde, là. Hein. Les gens sont bien fringués, c'est bien. Hein. Mais il y a beaucoup plus de femmes que d'hommes qui veulent danser. Alors la compagnie a trouvé une parade. Voulez-vous danser? C'est un swing, tempo lent. Cet homme en smoking blanc travaille pour le paquebot. C'est un gentleman host, un danseur professionnel chargé de faire valser les dames qui n'ont pas de cavalier. L'autre main? Il n'est pas payé pour ses services. La compagnie lui offre simplement une énorme réduction sur le prix de sa cabine. Tournez autour de moi. En échange, pendant 3 heures tous les soirs, lui et 5 autres gentlemen hosts, reconnaissables à leur badge et leur costume blanc, doivent veiller à ce que la piste ne se vide jamais et que l'ambiance ne retombe pas. Merci, madame. Merci. J'ai hâte de danser à nouveau avec vous. C'est gentil, c'était très bien. Ils sont très sympas. Et ils sont à l'aise dans tous les types de danse. C'est vraiment très très agréable.
Et comme nous sommes beaucoup plus nombreuses que les hommes à danser, ils se donnent vraiment beaucoup de mal pour pouvoir inviter tout le monde. En tout cas, il y en a 2 qui n'ont pas besoin de gentleman host pour passer une bonne soirée. Hop là. Tu m'accroches à toi. Équilibre. Il faut équilibrer avec le bras. Sous les pieds des danseurs, la houle de l'Atlantique commence à se faire sentir. Hop là. Ça bouge. C'est pas possible. Titanic. On fait comme le Titanic. La tangue, il y a du roulis. Ils sont pas les seuls. Hein. Allez, où sont mes stabilisateurs? Hey, help, help. Il m'a marché sur le pied. C'est rigolo. Le paquebot est à présent à plus de 1500 km des côtes. Dans 4 jours, il arrivera à New York. Ce matin, en Indonésie, le grand 4-mâts qui emmène 150 passagers autour de Bali a hissé toute sa voilure. Et pourtant, il n'y a quasiment pas de vent. Car aujourd'hui, c'est le moment que tout le monde attend. La séance photo. Magnifique. Splendide. L'unique occasion de la semaine pour les croisiéristes, de voir leur navire en entier toute voile dehors. Il y a une espèce d'harmonie qui se dégage de ce navire qui est extraordinaire. Ah, j'ai le personnel. Regardez comme c'est joli. Allez, Rina! Allez, la peur! Ah, c'est génial! C'est vraiment la cerise sur le gâteau, c'est ça. Vraiment. C'est chouette, hein? C'est magnifique. C'est magnifique. Alors. Moment unique, hein? Moment unique, hein? Après ces quelques ronds dans l'eau, les passagers prennent la direction de l'île de Java pour une expédition qui s'annonce beaucoup plus mouvementée. Aujourd'hui, ils vont aller sur un volcan qui s'appelle le mont Bromo. C'est l'excursion la plus célèbre dans cette partie de l'Indonésie. Et pour y aller, c'est toute une aventure. Le mont Bromo est un des 45 volcans en activité que compte Java. 1F. Nadia et Serge, les novices des croisières et amoureux de la nature, ont réservé cette excursion depuis longtemps. Apparemment, le mont Bromo était encore en activité récemment. Hein. Je pense qu'il a été fermé pendant 2 ou 3 semaines. Nous, on a la chance de pouvoir y monter, donc l'activité volcanique s'est un petit peu calmée. Il est conseillé par les guides de ne pas rester plus de 20 minutes pour le soufre, pour l'odeur du soufre, pour ne pas avoir les poumons abîmés par le soufre. Ah, un masque pour la poussière. Tiens, Chantal. Prends un masque pour la poussière. Thank you. Ok, allez, on y va. Hop. Oui. C'est de la logistique, hein. Je ne sais pas combien on est, mais à vue de nez, il doit y avoir à peu près 44 4. Bon. Alors, c'est ici que commence un peu l'aventure. Oui, voilà. C'est, je dirais, l'excursion de la croisière à ne pas manquer. Hello, hello. Dans la région, la visite du volcan est une industrie touristique. C'est un va-et-vient continu de jeep. J'en ai jamais vu autant au mètre carré, parce que là, il y a un convoi qui descend, il y a un convoi qui monte. Après une demi-heure de route, les voitures arrivent au cœur du parc du Mont Bromo. Pour conduire les excursionnistes jusqu'au sommet du volcan, un autre petit business les attend. OK. Oh. Oh. Alors, 10, 10. How much is it? You? Yes, it's me. Eric.
Bonjour le cheval. Faut toujours faire alliance avec un cheval avant. Hein, mon grand? Let's go. Ok. Je préfère aller à pied. D'abord, j'ai une crainte des chevaux, donc ça, c'est une première chose. Et deuxièmement, j'ai peur de le faire souffrir en me portant, donc je verrai. Ce qui est intéressant, c'est que tout autour, c'est la caldeira, le volcan primitif qui a 50-60 millions d'années. C'est là que tu te mesures, je dirais, l'échelle du temps, notre petitesse. Mais le lieu, il est quand même magique. Hein. Il faut faire un peu abstraction, je dirais, du monde, mais l'endroit est quand même magnifique. Hein. Ça, c'est à jeter dans le cratère pour faire un vœu. Ah, ben je veux bien. C'est la tradition. Tu sais me prêter un peu d'argent parce que j'ai laissé mon sac. Bien sûr. C'est pas du tout pour ça. Si tu jettes ça, tu auras un bébé dans l'année. Ah, ben ça va être très difficile. Ça va être très difficile. On va y aller, là. On va monter au Mont Bromo. On va aller voir ce que ça donne. Le spectacle est fantastique, hein. C'est lunaire. C'est vraiment fantastique. Ça, c'est plus du tourisme ici. Pour celui qui la pratique, c'est de la spiritualité. Un volcan, c'est un lieu sacré, donc c'est un lieu normalement de silence. Je vais lancer cette offrande. Ah, il va ramasser les bouquets pour les revendre. Ça, il n'y a pas de petit profit. Je ne suis pas certain que ce soit très légal, mais bon. Bon. À bord du Star Clipper, Sergueï et Andrei, les deux Ukrainiens responsables des gréements, profitent de l'absence des passagers pour s'acquitter d'une opération délicate. Aujourd'hui, il va monter entre les mâts pour changer la guirlande lumineuse. Parfois, on doit remplacer des ampoules cassées, celles qui ne marchent plus. Et pour ça, il faut grimper tout en haut. Le mât principal culmine à 60 mètres au-dessus du pont. Grâce au cabestan motorisé, Sergueï va hisser Andrei et l'assurer pendant la manœuvre. La moindre erreur peut être fatale. C'est toujours dangereux. À chaque fois que tu travailles dans les mâts, peu importe la hauteur, que tu sois tout en haut ou à seulement 1 mètre, c'est la même chose. Sergueï, un ancien de la marine russe du temps de l'URSS, travaille dans la compagnie depuis 20 ans. Il a transmis tout ce qu'il sait à son second, Andrei. Au sein des membres d'équipage, les deux hommes forment un binôme à part, unis par une confiance totale. Parfois, avec le vent, on ne peut pas s'entendre. Il faut tout le temps qu'on fasse une double vérification par le regard et les gestes. Le danger est toujours là. C'est bon. J'ai pris ma dose d'adrénaline et d'air frais. Pour les passagers, après les sommets, l'excursion se poursuit sur une mer quelque peu agitée. Et là, c'est partant calme. Là, vous devez ressentir l'instant présent. Rentrez en vous-même. Ça secoue, hein? C'est sympa, c'est gai.
Direction Gili Genteng, l'une des 18 300 îles d'Indonésie, sur laquelle il n'y a que quelques villages de pêcheurs et une plage de sable immaculée. Oh, la terre ferme. Cette mer bleue, le sable blanc, des plages de cartes postales. C'est super beau. Et il n'y a pas beaucoup de monde, je suis étonnée. Il y a des petits coins comme ça où ça reste paisible et il n'y a pas trop de masse de tourisme. Les seuls plaisanciers d'ailleurs, ce sont les croisiéristes. Et pour les occuper, l'équipage a débarqué des planches et des kayaks. Allez, une petite vague. Si c'est trop calme, on a l'impression d'être sur un lac, c'est pas la même chose, il faut que ça bouge un peu. Pendant que Serge se laisse tenter par un petit tour en kayak, Nadia savoure son tout premier bain de mer sous les tropiques. Si je n'étais pas venue par bateau, je pense qu'on n'aurait jamais découvert cette plage. C'est vraiment le bateau qui nous a apportés ici. Je me dis quel luxe de pouvoir profiter de ces moments et de pouvoir découvrir ça dans sa vie. C'est super. Eric, lui, a totalement déconnecté. La mer, le vent, le soleil, et surtout faire partie des éléments. Le voilier lève l'ancre vers sa prochaine escale. En une semaine, il va parcourir 1000 km autour de Bali, offrant chaque jour à ses passagers de nouveaux paysages et des crépuscules magiques. Un coucher de soleil, c'est toujours un beau final, hein. Mais c'est fabuleux, hein. Je dirais que pour tout le monde, je pense que c'est aussi un moment de bien-être, hein. C'est du plaisir, c'est de l'apaisement, c'est de la sérénité, c'est de la convivialité. C'est des beaux moments. Ce sont des beaux moments. Pour leur première croisière, Serge et Nadia ne regrettent pas d'avoir choisi un tel voilier. Ici, on se sent vraiment privilégié. On prend le temps de vraiment profiter de la croisière, ce qui n'est à mon avis pas le cas sur ces gros paquebots. On est clairement en dehors d'un tourisme de masse ici. Et ça, c'est vraiment appréciable. Ça reste tout à fait à taille humaine, ça reste tout à fait dans nos valeurs. S'il y a vraiment une petite chose à dire, c'est qu'en venant sur un voilier comme celui-ci, je m'attendais à voir les voiles levées tous les jours et ce n'était pas le cas. Donc un peu trop de moteur, ouais. Mais bon. Avec ou sans moteur, les grands voiliers de croisière ont de l'avenir. Un nouveau grand 5 mâts devrait bientôt rejoindre la compagnie pour naviguer en Méditerranée. Dans l'Atlantique, le Queen Mary 2 n'est plus qu'à 600 km au sud des côtes de Terre-Neuve. C'est là qu'en 1912, le Titanic a sombré 4 jours après le début de son voyage inaugural, après avoir heurté un iceberg. Son épave repose toujours à près de 4000 mètres de fond. La route choisie par le capitaine Hashmi passe tout près des lieux de la catastrophe. Notre compagnie a une connexion très forte avec cette tragédie. C'est un de nos paquebots, le Carpathia, qui a reçu le message de détresse et qui a foncé jusqu'à la dernière position connue du Titanic. Le navire était limité à 25 km/h. Mais le capitaine a fait couper le système de chauffage pour récupérer plus de vapeur et foncer à 30 km/h au milieu des icebergs. Le Carpathia est arrivé 4 heures après, mais ils n'ont pas trouvé le Titanic. À la place, il y avait des canots de sauvetage et ils ont pu secourir 705 personnes. À chaque traversée, les passagers sont prévenus lorsque le paquebot arrive à proximité de l'épave. Ce matin, Charles, Bernadette et leur petite fille Julie sont sortis sur le pont pour honorer le souvenir des 1500 disparus. Ça doit être quelque chose quand même, hein. Je me dis, ces gens, ils étaient partis comme nous, hein, pour faire un beau voyage, et puis bon, mourir comme ça. Tous les milliers de morts,
ça se respecte et puis on y pense, quoi, non? On fait un peu le voyage pour ça aussi, je pense. Il y a peut-être un peu de devoir de mémoire qui compte, qui paraît important, je pense. Oui, ça c'est sûr. On aurait pu prendre autre chose pour la New York. Si on a pris le Queen Mary, il y a une raison, quoi. Hein. C'est quand même la traversée mythique du Titanic, quoi. Hein. Donc on était venu aussi pour y passer, quand même. Une tragédie marquante qui fut pourtant loin d'entraver le développement fulgurant de l'industrie des croisières transatlantiques. Le navire jumeau du Titanic, l'Olympique, naviguera sans encombre jusqu'en 1936. Il va vite être dépassé par des navires toujours plus grands, toujours plus luxueux. Pour se démarquer, les compagnies jouent alors sur le confort, mais aussi la restauration à bord, qui se veut digne des plus grandes tables de Paris ou de Londres. Chef, le baron de Rothschild passe à table dans une demi-heure. Je m'assure de commander spécialement sa salade avec des chapeaux. Entendu. Non, faites pas. Oui! À bord, le gardien de la tradition culinaire, c'est le chef allemand Klaus Kremer, 32 ans d'expérience sur les paquebots de la compagnie. Bonjour Jason, ça va? Tu fais bien attention à en mettre tout autour, hein? Parfait. Tous les jours, 15 000 repas sortent de ces cuisines. Et pas question de sacrifier la qualité. Dans ces menus, Klaus et ses 150 cuisiniers collent à la tradition gastronomique des croisières, en proposant des plats qui étaient déjà servis sur les ancêtres du Queen Mary 2. Là, on est en train de faire le traditionnel bœuf Wellington. C'est un filet de bœuf enveloppé dans une pâte feuilletée, avec du jambon et une farce de champignons hachés menus avec des oignons. On les a fait sauter longtemps à la poêle avec un assaisonnement, et c'est avec ça qu'on va envelopper le bœuf. C'est aux alentours de 1925 que le bœuf Wellington a été servi pour la première fois sur les navires de la compagnie. Et ce jusqu'à aujourd'hui. Le bœuf Wellington tient son nom du vainqueur de Napoléon à Waterloo, et dont la légende raconte que c'était le plat préféré. Après 45 minutes de cuisson, il est prêt à être envoyé en salle. Le restaurant, la grande soirée, la grande soirée. Ouvert à tous les passagers sans supplément, le Britannia joue la carte du luxe et du raffinement. Les hommes ne peuvent y dîner sans veste, les femmes sans une tenue de soirée. Avec les violons, alors ce soir on est vraiment gâtés. Ce sont comme royauté là, avec l'orchestre qui nous accompagne. J'apprécie toute la charge historique qu'il y a entre l'ambiance, le bateau, le style. Ça fait un ensemble très harmonieux. Tout se concorde, voilà, c'est parfait. J'ai toujours pas choisi, moi. Aïe, aïe, aïe. Le travail de la soirée. Les plats principaux signature, recommandation du chef, le classique, filet de bœuf Wellington. Ça te dit pas, filet de bœuf Wellington? Signature très anglaise, certainement. Hein? Alors l'origine, je connais pas. C'est peut-être le nom du bœuf, Wellington. Arnold se laisse tenter par le Wellington. Quant à Barbara, elle a choisi le homard. Mais avant de parvenir jusqu'à leur table, les assiettes vont devoir parcourir un long chemin qui ressemble parfois au couloir du métro. Le bœuf Wellington. Ah, Seigneur, là. Clac. J'aime bien. Thank you. Bonne tranche de bœuf. La viande a l'air bien cuite. Très tendre. Très tendre. Elle est fondante, la viande. Elle est très bien. Et la sauce va avec. Une sauce, je dis, douce aigre, comme les aiment les Anglais, là. Elle est bonne.
Santé, hein, au duc de Wellington. Si Napoléon avait gagné la bataille de Waterloo, il y aurait eu bœuf Napoléon. Une fois par traversée, le repas s'achève par un cérémonial incontournable. Le défilé des chefs et des sous-chefs et de toute l'équipe. L'équipe de restauration au grand complet sort des coulisses pour quelques minutes de gloire. Tout droit venu d'Allemagne, Klaus Kremer. Dernière ovation avant l'arrivée, car demain à l'aube, le Queen Mary 2 entrera dans le port de New York. Ça va? En cette veille d'arrivée, Charles et Bernadette s'apprêtent à célébrer leurs 60 ans de mariage avec leur famille, dans l'intimité de leur cabine. Moi, ça, je suis le roi pour ouvrir les bouteilles. Des fois, ça gicle au plafond. Dis donc, dans une cabine du Queen Mary, champagne. Ah ah, elle est pas belle la vie. 60 ans de mariage. Allez, Ah, c'est ta grande allez, aujourd'hui. trop vite. Ouais, ça va aller. Allez, bon anniversaire. Pour célébrer cet instant inoubliable qu'ils ont offert à leur famille, Charles et Bernadette ont prévu une petite surprise. On a voulu marquer notre passage sur le Queen Mary et on vous laisse un petit souvenir. Il y en a un pour Margot aussi. Un pour Margot aussi, à la droite. Sur un livret avec en couverture le paquebot en baie de New York, un petit mot pour chacun. Ah, c'est un texte que Charles a écrit et qui rappelle un peu notre vie. Donc les jeunes, ils pourront lire notre vie depuis 60 ans. Quand on le lit, ça a toujours un peu un pouvoir un peu plus fort en lisant, même si c'est quelque chose que l'on sait déjà. On se rappellera du sentiment et de l'importance qu'a porté cet instant-là. C'est le but qu'on avait, c'était de venir faire ce voyage et on y arrive. On y arrive. Ça, c'est magnifique. Oh oui, c'est formidable de vous avoir tous. Le rêve se réalise. Ouais, oui. Tu dis ça, Margot? Petit. Pas de prime. Allez, dépêche-toi. Ok, on y va. Allez. Franchement, on ne peut pas rater ça quand même. C'est l'heure. Ce grand jour, ce jour D-Day, comme on dit. J'espère qu'il ne fera pas trop de nuit à cette heure-ci. Hein. L'heure, c'est bon. Le soleil est loin d'être levé, mais pour rien au monde, Barbara et Arnold n'auraient manqué l'arrivée devant Manhattan. Il y a du monde déjà. Sur le pont, la majorité des passagers sont déjà debout. T'as vu, il y en a qui montent en pleine joie. Charles, Bernadette et leur famille sont eux aussi aux premières loges. Ouais, c'est chouette. Hein. C'est quand même moi qui t'ai réveillé. C'est vrai? Eh oui. Ça fait 69 ans que j'attends ça, moi, ou presque. À 8 ans, quand les Américains sont arrivés où on habitait en Saône-et-Loire, j'avais déjà dit à ma mère à l'époque, « Oh, Alou, mais c'est le pays de la liberté, là, où quand je vais être grand, je vais y aller, quoi. » Et ça nous a jamais quittés. Non. C'est vraiment un beau moment, quoi. C'est très beau d'arriver par bateau. Beaucoup plus que quand on arrive en avion et autres. Je trouve que ça a un charme différent. Alors arriver à New York avec cette vue-là, c'est incroyable. C'est incroyable. Plus on se rapproche et plus c'est un truc de dingue. Le spectacle commence avec le passage du Verrazzano, l'un des plus longs ponts suspendus au monde. Voilà, on passe sous le pont. Ça y est, ça y est. Ah là là, on va pas se le toucher là. Hein. Ça y est. Ouais, ça passe juste. Ah, c'est beau, hein. Superbe. Le paquebot glisse à 6 mètres à peine sous la chaussée. Et c'est l'entrée dans la baie de New York.
Ah, on arrive. Ah, ouais, mais... Viens là, viens. Elle est immense, hein, c'est immense. On a l'impression que c'est un vrai personnage. Un géant nous accueille. C'est très très beau. Oh la vache. Ah oui. Ah ouais. Comment on a été? Oh là, magnifique. C'est quand même... c'est grandiose. Ah ouais, c'est magnifique. Ton rêve, il se réalise, là. Ouais. Ah, c'est vraiment une réussite. C'est impressionnant, c'est féerique. C'est féerique. Il faudrait le toucher pour se rendre compte que c'est du vrai. Un rêve qui devient réalité. Ouais. Voilà. Ultime virage, et la légendaire skyline de Manhattan apparaît. Merci, Queen Mary II. Elle a fait son boulot. Hein? L'arrivée, un moment dont chaque passager a rêvé. Comme pour des générations de voyageurs avant eux, la ville se dévoile dans toute sa splendeur. Le temps d'un voyage, le dernier paquebot transatlantique du monde a offert à ses passagers l'impression de revivre une époque disparue. Devenu obsolète dans un monde où prime la vitesse, le grand navire tire son succès de cette capacité à évoquer un passé fantasmé. Un marché de la nostalgie qui a encore de beaux jours devant lui.